L'appel téléphonique est arrivé à 2h17 du matin. Je connais l'heure exacte, car je fixais mon réveil, essayant de convaincre mon cerveau que, oui, quelqu'un m'appelait réellement à cette heure indue. Et non, ce n'était pas un rêve. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit, plissant les yeux vers l'écran. Maman. Mon estomac s'est noué. Personne n'appelle à 2h du matin pour annoncer une bonne nouvelle. J'ai répondu, « Maman, qu'est-ce qui ne va pas, Owen ?» Sa voix était aiguë, paniquée. « Oh mon Dieu, Owen, tu dois nous aider. » C'est Cody. Je me suis assis, maintenant complètement réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va bien? Il s'est effondré. Il est à l'hôpital. Ils disent, oh mon Dieu, ils disent qu'il a besoin d'un traitement immédiat, mais nous n'avons pas l'argent. Et, doucement. Quel hôpital? Nous avons besoin de 15 000 $ tout de suite. Ils ne le traiteront pas sans ça, et il souffre. Owen, il a tellement mal. Maman, quel hôpital? Elle n'a pas répondu à la question. C'est là que la première sonnette d'alarme a retenti dans ma tête. Pas une alarme forte, juste un petit ping silencieux, quelque chose ne va pas ici. Ils ont besoin de l'argent immédiatement, a-t-elle poursuivi, ses mots se bousculant. Peux-tu l'envoyer par Venmo ou Zelle? Nous en avons besoin maintenant, Owen. Ton frère pourrait. Laisse-moi parler à un médecin. Il n'y a pas le temps. Alors laisse-moi parler à Cody. Il est inconscient. J'ai frotté mes yeux. Mon cerveau essayait de suivre, Cody, hôpital, 15 000 $, 2h du matin. À quel hôpital est-il? Saint-Mariès. Mais Owen, s'il te plaît, envoie juste l'argent. Chaque seconde compte. Je vais appeler Saint-Mariès directement. Parler à son médecin. Comprendre ce qui se passe. Non, ne fais pas ça. Ils sont occupés. Tu ne feras que ralentir les choses. S'il te plaît, Owen. La sonnette d'alarme est devenue plus forte. J'avais déjà entendu cette chanson, paroles différentes, même mélodie désespérée. Où est Becca? Ai-je demandé. Silence. Maman, où est Becca? Elle. Elle n'a pas ce genre d'argent en ce moment. J'ai failli rire. Becca, ma sœur aînée, mariée à un chirurgien, vivant dans une maison qui coûtait plus que ce que je gagnerais en 5 ans. Conduisant une voiture qui coûtait plus que ma première année d'université. Becca n'avait pas 15 000 $. Son mari est chirurgien. Maman, ils ont des dépenses, l'école privée des enfants, l'hypothèque. Et moi, je n'ai pas de dépenses. Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant. Tu travailles dans la technologie. Tu gagnes bien ta vie. Le mari de Becca aussi. Oh, et s'il te plaît, il ne s'agit pas de Becca. Il s'agit de ton frère. J'ai pris une inspiration. J'ai essayé de penser clairement à travers le brouillard du sommeil et de l'adrénaline. Il y a 3 ans, même chose. Appel d'urgence. Becca a besoin de caution. Il s'est avéré qu'elle avait eu une amende de stationnement. Pas la prison, pas une arrestation, juste une amende de stationnement qui aurait pu attendre le matin. Il y a 2 ans, la voiture de papa est tombée en panne à 3 états de distance. Besoin d'une dépanneuse. Il s'est avéré qu'il rendait visite à son ami d'université et voulait de l'argent pour l'essence, qu'il était trop embarrassé de demander normalement. L'année dernière, l'appartement de Cody a été inondé. Besoin d'argent pour un logement d'urgence. Il avait laissé une fenêtre ouverte pendant une tempête de pluie et voulait que je paie un hôtel au lieu de rester chez nos parents. Chaque fois, c'était urgent. Chaque fois, c'était une urgence. Chaque fois, il m'appelait, jamais Becca. Parce que Becca était l'enfant en or, celle qui avait réussi, celle dont il se vantait au fait. Et moi, j'étais quoi? Le distributeur automatique avec un bouton de culpabilité? Que se passe-t-il réellement, maman? Quoi? Je viens de te dire que Cody est à l'hôpital. Quel hôpital? Donne-moi encore le nom. Elle a hésité juste une seconde, mais je l'ai entendu. Saint. Mariès? Quel saint? Mariès? Il y en a 3 dans l'État. Le principal, sur la rue Washington. Oui. Non. Je veux dire, Owen, pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Envoie juste l'argent.
Parce que si mon frère est réellement en train de mourir, j'enverrai une ambulance pour venir me chercher afin que je puisse être là. Mais je dois savoir quel hôpital. Tu n'as pas besoin de venir. Envoie juste l'argent. Maman, si Cody est à l'hôpital, inconscient, souffrant, nécessitant 15 000 $ de traitement immédiat, je viens. Alors, dis-moi quel hôpital. Silence. Pas le silence de quelqu'un qui réfléchit, mais le silence de quelqu'un qui est pris en faute. Passe-moi papa. J'ai dit. Il est. Il dort. Alors réveille-le, Owen. Ou passe-moi Cody. Je t'ai dit qu'il est inconscient. Alors passe-moi une infirmière, un médecin, n'importe qui peut vérifier ce que tu me racontes. Je ne peux pas juste. Ils sont occupés. Il est en chirurgie d'urgence. Qu'est-ce que c'est, maman? Est-il inconscient dans une chambre ou en chirurgie d'urgence? Elle a fait un bruit comme un pneu qui se dégonfle. Et c'est là que j'ai su que tout cela était une foutaise totale. Je vais appeler Saint-Maries, ai-je dit calmement. Les 3 emplacements. Je vais demander si Cody Morrison a été admis. Et s'il l'a été, je parlerai à son médecin et je trouverai comment aider. Mais je n'enverrai pas 15 000 $ à 2 heures du matin sur la base d'un appel téléphonique. Owen, ton frère pourrait mourir. Alors tu devrais appeler le 911, pas moi. Comment peux-tu être si froid? Comment peux-tu me mentir à 2 heures du matin? Je ne mens pas, alors cela ne te dérangera pas que je vérifie. Tu ne fais pas confiance à ta propre mère? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Non, maman. Plus maintenant. Je l'ai entendu halter comme si je l'avais giflé. Bonne nuit, ai-je dit. Owen, attends. J'ai raccroché, éteint mon téléphone et je suis retourné dormir. On pourrait penser que je resterais éveillé, consumé par la culpabilité et les si. Mais je ne l'ai pas fait, car j'étais fatigué. Pas fatigué par le sommeil, mais fatigué de l'âme. Fatigué d'être le responsable, celui sur qui on peut compter, celui qu'on appelle quand on a besoin de quelque chose, mais jamais quand on veut juste parler. J'étais l'enfant du milieu, de la manière la plus stéréotypée possible. Becca était l'enfant en or, premier-né, surdoué, avocate, mariée jeune à un homme qui avait réussi. 2 enfants qui semblaient sortis d'une publicité Gap. Une maison en banlieue avec un garage pour 2 voitures et un chien nommé quelque chose d'insupportable comme Biscuit. Cody était le bébé, gâté, choyé, âgé de 26 ans et toujours en train de se chercher, ce qui est un euphémisme pour « n'a pas gardé un emploi plus de 6 mois et vit de la générosité de papa et maman ». Et moi, j'étais Owen, l'oublié du milieu, celui qui ne faisait pas de vagues, qui obtenait de bonnes notes, mais pas des notes parfaites, qui est allé à l'université d'État avec des bourses parce que « tu es si intelligent, tu t'en sortiras », tandis que Becca s'est fait payer ses études de droit. J'ai eu 2 emplois à l'université, j'ai obtenu un diplôme en informatique, j'ai trouvé un emploi dans une entreprise de technologie décente, j'ai gagné un salaire décent, j'ai vécu dans un appartement décent. J'allais bien, juste bien. Pas assez impressionnant pour s'en vanter, pas assez en difficulté pour s'inquiéter. J'existais dans l'espace entre leur fierté et leur pitié. Ce qui est particulier avec le fait d'être l'enfant du milieu, c'est que l'on devient très doué pour lire les situations, pour sentir quand on n'est pas désiré, pas nécessaire, pas dans les pensées. Et ma famille avait passé la dernière décennie à m'apprendre que je ne comptais que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Le mariage de Becca, une affaire à 30 000 $, bar ouvert, quatuor à cordes, enterrement de vie de jeune fille à Napa. Mes parents ont payé la moitié. Quand j'ai demandé s'ils pouvaient m'aider avec mes prêts étudiants, papa a ri et a dit « Tu gagnes bien ta vie. Tu t'en sortiras ». La première idée commerciale de Cody, une application crypto adjacente qui n'avait aucun sens et qui n'a jamais été lancée. Mes parents lui ont donné 25 000 $. C'était censé être un prêt. J'attends toujours d'entendre parler d'un seul remboursement. Quand j'ai demandé à emprunter 2 000 $ pour réparer ma voiture après un accident, maman a dit « Tu ne peux pas simplement prendre Uber pendant un certain temps. » J'ai réparé la voiture moi-même, YouTube par dépit. Alors, quand maman a appelé à 2 heures du matin pour demander 15 000 $ pour Cody, oui, je me suis rendormi très bien. Je me suis réveillé à 7 heures du matin avec mon réveil, j'ai fait du café, j'ai vérifié mes emails, j'ai pensé à aller courir. Puis, j'ai rallumé mon téléphone. 47 appels manqués, 89 messages textes, 17 messages vocaux. J'ai fixé l'écran,
pris une gorgée de café, et j'ai commencé à faire défiler. Maman, 2h43 du matin, comment peux-tu faire ça? Ton frère souffre et tu me raccroches au nez. Papa, 3h14 du matin, rappelle immédiatement ta mère. C'est inacceptable. Nous t'avons mieux élevé que ça. Becca, 3h47 du matin, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maman est hystérique. Appelle-moi immédiatement. Tante Linda, 4h31 du matin, Owen, ta mère m'a appelé en pleurant. S'il te plaît, aide ton frère. J'ai ouvert l'un des messages vocaux. La voix de maman sanglotait. Je n'arrive pas à croire que tu abandonnes ton frère comme ça, après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu es si égoïste, si froid. Je ne te reconnais même plus. Je l'ai supprimé. J'en ai ouvert un autre. La voix de papa était en colère. Tu te crois si intelligent, si indépendant? Tu es juste ingrat. Nous t'avons donné un toit pendant 18 ans, et c'est ainsi que tu nous remercies. Supprimé. La voix de Becca était vive. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu dois arranger ça. Maman est dévastée. Cody a des problèmes, et tu fais quoi? Tu nous ignores? Grandis, Owen. Supprimé. J'ai posé le téléphone. J'ai fini mon café. J'ai préparé le petit déjeuner. Des œufs, du pain grillé. Un samedi matin normal. Mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Est-ce Owen Morrison? Une voix masculine, professionnelle, pas de la famille. Oui, c'est moi. Je suis l'officier Martinez, du service de police du métro. Nous devons vous poser quelques questions concernant votre frère, Cody Morrison. Mon estomac s'est noué. Oh mon Dieu, était-il réellement blessé? Étais-je le salaud? Est-ce qu'il va bien? Ai-je demandé, agrippant le téléphone. Il va bien, mais il y a eu une situation. Nous aimerions que vous veniez au poste pour clarifier certaines choses. Est-ce que j'ai des problèmes? Non, monsieur. Nous avons juste besoin d'informations. Pouvez-vous venir ce matin? Oui. Oui, je peux faire ça. Très bien. Nous sommes au 4e arrondissement sur Maple. Demandez-moi en arrivant. D'accord. Il a raccroché. Je suis resté assis, le cœur battant. Cody allait bien, mais la police voulait me parler. Que diable s'était-il passé la nuit dernière? Je me suis habillé, j'ai conduit jusqu'au poste. Pendant tout le trajet, mon cerveau s'emballait. Peut-être qu'il était vraiment à l'hôpital et que j'étais une personne horrible. Peut-être que quelque chose de terrible s'était produit et que je l'avais ignoré. Peut-être que j'avais fait une erreur horrible, impardonnable. Au moment où je me suis garé, je me sentais mal. Je suis entré dans le poste, j'ai approché du comptoir. Je suis ici pour voir l'officier Martinez. L'officier au comptoir a hoché la tête. Asseyez-vous. Il sera avec vous tout de suite. Je me suis assis sur l'une de ces chaises en plastique qui semblent spécifiquement conçues pour vous faire sentir coupable. 5 minutes plus tard, un homme dans la quarantaine, hispanique, les yeux fatigués, est apparu. Owen Morrison, c'est moi. Je suis l'officier Martinez. Merci d'être venu. Suivez-moi. Il m'a conduit dans une petite pièce. Pas une salle d'interrogatoire, juste un bureau, 2 chaises, une plante flétrie dans le coin. Une autre personne était déjà là. Une femme, début de la cinquantaine, badge de détective. Voici la détective Chen, a dit Martinez. Asseyez-vous. Je me suis assis. Ils se sont assis en face de moi. J'ai essayé de ne pas avoir l'air aussi terrifié que je l'étais. Martinez a commencé. Votre frère, Cody Morrison, vous le connaissez? Oui. C'est mon jeune frère. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Il y a peut-être 3 semaines. Dîner de famille. Et la nuit dernière, lui avez-vous parlé? Non, ma mère m'a appelé à 2 heures du matin. Elle a dit qu'il était à l'hôpital. Martinez et Chen ont échangé un regard. A-t-elle dit quel hôpital? A demandé Chen. Elle a dit Saint-Maries, mais elle était vague sur l'emplacement. Que s'est-il passé après ça?
Je lui ai dit que j'appellerais l'hôpital directement pour vérifier. Elle s'est énervée. J'ai raccroché. Vous n'avez pas envoyé d'argent? Non. Pourquoi pas? J'ai hésité. Parce que ça ressemblait à une arnaque. Ma famille a l'habitude d'exagérer les urgences pour m'extorquer de l'argent. Martinez s'est penché en arrière. Exagérer comment? La dernière fois, c'était Rebecca a besoin d'argent pour la caution. Il s'est avéré que c'était une amende de stationnement. Avant ça, papa est bloqué en dehors de l'État. Il s'est avéré qu'il voulait juste de l'argent pour l'essence. C'est toujours quelque chose d'urgent, toujours à des heures bizarres, toujours moi qu'ils appellent. Jamais ma sœur qui a réellement de l'argent. Shen a pris une note. Donc, vous avez soupçonné qu'il s'agissait d'une autre fausse alerte? Oui. Avez-vous essayé d'appeler l'hôpital vous-même? Non. J'ai éteint mon téléphone et je suis retourné dormir. Martinez a haussé les sourcils. Vous n'étiez pas inquiet. J'étais fatigué. Si c'était réel, ils appelleraient le 911, pas moi. Shen s'est penché en avant. Monsieur Morrison, savez-vous où se trouvait votre frère hier soir? Aucune idée. Il était au casino Silver Star. Il est entré vers 9 heures du soir. Il a perdu environ $8 000, puis a essayé d'obtenir un crédit de 15 000 de plus. Ils ont refusé. Il est parti vers 1h30 du matin. J'ai fixé les officiers. Ils jouaient. Oui. Donc, il n'y avait pas d'hôpital, n'est-ce pas? J'ai commencé à rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est juste sorti. Ce rire épuisé et légèrement hystérique. Les deux officiers m'ont regardé comme si j'avais perdu la tête. Je suis désolé, ai-je dit, essayant de me contrôler. Non, je ne le suis pas. C'est juste, bien sûr que c'était le jeu, c'est amusant pour vous, a demandé Shen. Non, c'est prévisible. Mon frère a toujours des problèmes, il a toujours besoin d'argent, et mes parents le couvrent toujours. Martinez a sorti son téléphone. Je vais appeler Saint-Mariès, les 3 emplacements, sur haut-parleur, juste pour confirmer. S'il vous plaît, faites-le. Il a composé le numéro. Centre médical Saint. Mariès, comment puis-je vous aider? Bonjour, ici l'officier Martinez, de la police du métro. J'essaie de vérifier si un patient a été admis la nuit dernière. Cody Morrison. Des clics de clavier. Une pause. Non, monsieur. Personne de ce nom. Merci. Il a appelé les 2 autres emplacements. Même réponse. Pas de Cody Morrison. J'ai regardé les 2 officiers. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? La détective Shen a soupiré. Votre frère a déposé un rapport de police ce matin à 6 heures du matin. Pourquoi? Il a affirmé qu'il était détenu contre son gré, que des gens réclamaient une rançon pour sa libération. J'ai cligné des yeux. Quoi? Vos parents ont appelé le 911 à 3 heures du matin. Ils ont signalé que leur fils était en danger et que vous refusiez de payer la rançon. J'ai senti la pièce s'incliner. Ils ont dit à la police que j'avais refusé de payer une rançon? Oui, pour un enlèvement qui n'a pas eu lieu. C'est exact. J'ai mis ma tête entre mes mains. Jésus-Christ. Monsieur Morrison, a dit Shen doucement. Nous devons comprendre ce qui s'est passé. Votre frère a déposé un faux rapport. C'est un crime. Vos parents ont appelé le 911 avec de fausses informations. Nous devons savoir si c'était coordonné ou si c'était une arnaque, ai-je dit en levant les yeux. Ils avaient besoin de 15 000 $, probablement pour la dette de jeu de Cody. Ils savaient que je ne leur donnerais pas simplement l'argent, alors ils ont inventé une urgence. Quand cela n'a pas fonctionné, Cody a paniqué et a intensifié la situation. Martinez a hoché la tête lentement. Cela correspond à ce que nous voyons. Où est-il maintenant? Nous l'avons récupéré il y a 1 heure. Il est ici, interrogé. Et vos parents sont en route. Bien sûr qu'ils l'étaient. J'étais assis dans un poste de police, réalisant que ma famille avait commis de vrais crimes en essayant de m'extorquer de l'argent. Et d'une certaine manière, je me sentais toujours coupable d'avoir dit non. Suis-je libre de partir, ai-je demandé. Oui, a dit Shen. Mais nous pourrions avoir besoin de vous contacter à nouveau pour l'enquête.
Enquête? Déposer un faux rapport de police est un crime. Nous devons faire un suivi. Je me suis levé. D'accord. Tout ce dont vous avez besoin. Je suis sorti de ce bureau dans le hall et ils étaient là. Maman, papa. L'air affolé et épuisé. Ils m'ont vu. Le visage de maman s'est illuminé de soulagement. Owen. Elle s'est précipitée vers moi. J'ai reculé. Ne t'approche pas, Owen. Dieu merci, tu es là. Tout cela est un énorme malentendu. Dis-leur. Leur dire quoi, maman? Que tu m'as menti? Que tu as inventé une fausse urgence hospitalière? Que vous avez appelé la police et signalé un faux enlèvement? Papa s'est avancé. Nous étions désespérés. Cody a de vrais problèmes. Cody a des problèmes parce qu'il a dilapidé $8 000 au jeu et en voulait 15 000 de plus. Il a fait une erreur et vous l'avez encouragé, comme vous le faites toujours. C'est ton frère, et vous êtes mes parents, et vous venez de commettre un crime en essayant de m'arnaquer. Les gens dans le hall regardaient. Je m'en fichais. Maman a commencé à pleurer. Comment peux-tu être si cruel? C'est la famille. Moi aussi, je suis de la famille, ai-je dit doucement. Mais vous ne vous en souvenez que lorsque vous avez besoin de quelque chose. Je suis passé devant eux, j'ai franchi la porte jusqu'à ma voiture et je suis parti, les laissant là, dans un poste de police, confrontés aux conséquences pour une fois dans leur vie. Et je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. J'ai fait exactement 3 pâtés de maison avant de devoir m'arrêter. Non pas parce que je pleurais, non pas parce que je me sentais mal, mais parce que je tremblais si fort que je ne pouvais pas tenir le volant. Je me suis assis sur un parking de Walgreen, les mains agrippant mes genoux, essayant de respirer normalement. Ma famille avait déposé un faux rapport de police. Ils avaient appelé le 911 et menti au service d'urgence. Ils avaient fabriqué un scénario d'enlèvement, tout ça pour m'extorquer 15 000 $ pour la dette de jeu de Cody. Mon téléphone a commencé à sonner. J'ai regardé l'écran. Becca. J'ai regardé l'appel. Je l'ai laissé passer à la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau immédiatement. J'ai éteint le téléphone. Je suis resté assis en silence. Une femme est passée devant ma voiture, m'a vu, a semblé inquiète et a dit silencieusement « Ça va ?» Je lui ai fait un pouce levé. Elle n'a pas semblé convaincue, mais a continué à marcher. J'ai rallumé mon téléphone, non pas pour répondre aux appels, mais pour faire quelque chose que j'aurais dû faire à 2 heures du matin. J'ai ouvert mon application bancaire, je suis allé à l'historique des transactions et j'ai commencé à compter. Il y a 3 ans, $200. Réparation de voiture d'urgence pour papa il y a 2 ans et demi, $800. Facture médicale des enfants de Becca il y a 2 ans, $2500. Dépôt de garantie de Cody il y a 18 mois, $600. Travaux dentaires de maman il y a 1 an, $3000. Inondation de l'appartement de Cody il y a 9 mois, $450. Le téléphone de papa cassé il y a 6 mois, $1800. Assurance automobile de Becca il y a 3 mois, $700. Le costume d'entretien d'embauche de Cody. J'ai additionné. En 3 ans, j'avais donné à ma famille $11 050. $11 000. Et pas une seule fois, quelqu'un ne m'avait remboursé. Pas une seule fois quelqu'un n'avait même dit merci après la crise initiale. J'ai fait une capture d'écran de chaque transaction, je les ai enregistrées dans un dossier. Puis, j'ai ouvert mon email et j'ai commencé à taper. Destinataire, Becca Morrison. Objet, puisque tu appelles. Becca, je ne réponds pas à mon téléphone. Alors je vais le dire ici. Cody n'était pas à l'hôpital. Il était au casino. Il a perdu $8000 et en voulait 15 000 de plus. Lorsque la fausse urgence de maman n'a pas fonctionné, il a déposé un faux rapport de police, affirmant qu'il avait été enlevé. La police m'a appelé ce matin. J'ai passé 2 heures au poste. Cody est accusé d'avoir déposé un faux rapport. Maman et papa pourraient être inculpés comme complices. Ce n'est pas ma faute. C'est ce qui arrive quand vous encouragez quelqu'un pendant 26 ans. J'ai joint des captures d'écran de chaque paiement d'urgence que j'ai fait pour cette famille au cours des 3 dernières années. Total, $11 050. Je n'ai jamais été remboursé, à peine remercié. J'en ai assez. Ne m'appelle pas.
Ne m'envoie pas de SMS. Ne te présente pas à mon appartement. S'il y a un jour une urgence réelle, vérifiée par de vrais professionnels de la santé ou des forces de l'ordre, j'y réfléchirai. D'ici là, c'est terminé. Owen. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir douter de moi. Puis, j'ai transféré le même email à mes parents. Mon téléphone a immédiatement commencé à sonner. Je l'ai éteint à nouveau, je suis rentré chez moi, j'ai fait un sandwich, je l'ai mangé et j'ai attendu les retombées. Elles sont arrivées plus vite que prévu. Vers 3 heures de l'après-midi, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Becca, bien sûr. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne. Quoi? Elle avait l'air furieuse. Des lunettes de soleil de marque poussaient sur sa tête, des leggings de yoga qui coûtaient probablement plus cher que mon budget mensuel d'épicerie. Toute l'énergie de la mère de banlieue qui s'apprête à demander à parler aux responsables. Nous devons parler, a-t-elle dit. Non, nous n'avons pas à parler. Owen, c'est ridicule. Tu ne peux pas juste. Je peux. Je le fais. Rentre chez toi, Becca. Notre frère est en prison. Il est au poste de police, interrogé. Ce n'est pas la prison. Et il s'est mis lui-même dans cette situation parce que tu n'as pas voulu aider. Parce qu'il a déposé un faux rapport de police. C'est un crime, Becca. Un crime qu'il a commis. Si tu avais juste envoyé l'argent. Alors quoi? Il l'aurait dilapidé au jeu et nous serions de retour ici le mois prochain. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Où sont tes 15 000 $, Becca? Quoi? Tu es avocate. Ton mari est chirurgien. Tu vis dans une maison avec 5 chambres. Où sont tes 15 000 $ pour Cody? Nous avons des dépenses. Les enfants. J'ai des dépenses aussi, loyer, services publics, prêts étudiants que tu n'as pas parce que maman et papa ont payé ton école de droit. Ce n'est pas, c'est exactement juste. On t'a tout donné et on m'a donné des factures, et d'une manière ou d'une autre, je suis toujours celui qu'ils appellent à 2 heures du matin. Tu es cruel. Je suis sain d'esprit. Il y a une différence. Elle m'a regardé à travers la fente de la porte. Maman est dévastée, a-t-elle dit doucement. Maman a menti à la police. Elle essayait d'aider Cody. Elle essayait de me manipuler à nouveau. C'est notre frère. Et je suis ton frère aussi. Mais tu ne m'as pas appelé à 2 heures du matin. Tu n'as pas proposé d'aider. Tu as juste supposé que je le ferais. Becca a détourné le regard. Je n'ai pas d'argent liquide en ce moment. Si, tu en as. Tu ne veux juste pas le dépenser pour le problème de jeu de Cody. Ce n'est pas, c'est vrai. Tu sais que c'est vrai. Et tu sais quoi? Je ne te blâme pas. Je ne le dépenserai pas non plus, mais je suis fatigué d'être le seul à qui l'on s'attend à le faire. Elle a baissé ses lunettes de soleil. Donc, c'est ça. Tu nous coupes les ponts. Je pose des limites. Si vous ne pouvez pas les respecter, alors oui, c'est terminé. La famille ne fonctionne pas comme ça. Une famille saine ne fonctionne pas comme ça. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, je l'ai entendu rester là 1 minute, puis des pas, s'éloignant. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai regardé le plafond. Mon téléphone était toujours éteint. Je l'ai laissé ainsi. Le lendemain matin, j'ai allumé mon téléphone juste assez longtemps pour vérifier les messages. 63 nouveaux SMS, 22 messages vocaux. Je ne les ai pas lus, je ne les ai pas écoutés. Au lieu de cela, j'ai appelé mon patron. Salut, Sarah. J'ai besoin de prendre une journée personnelle. Tout va bien? Affaire de famille. Je serai de retour demain. Prends soin de toi, Owen. J'ai raccroché. Puis, j'ai appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis 6 mois. Ma thérapeute. Dr Martinez. C'est Owen Morrison. Je sais que j'ai annulé mes derniers rendez-vous, mais je pense que j'ai besoin de revenir. Elle avait une ouverture cet après-midi-là. Je me suis assis dans son bureau, le canapé gris familier, la boîte de mouchoirs sur la table d'appoint, cette peinture de plage censée être apaisante, et je lui ai tout raconté. L'appel de 2 heures du matin, le poste de police, les emails, Becca à ma porte. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un instant.
Comment vous sentez-vous, a-t-elle demandé. Soulagé, coupable, en colère, libre. Tout cela en même temps. Cela a du sens. Vraiment? Parce que j'ai l'impression de perdre la tête. Vous avez établi une limite avec des gens qui violaient vos limites depuis des années. C'est difficile, surtout avec la famille. Tout le monde pense que je suis le méchant. Pensez-vous que vous êtes le méchant? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Non, ai-je finalement dit. Je pense que je suis fatigué d'être le distributeur automatique. Alors vous avez fait ce qu'il fallait. Ça n'en a pas l'air. La croissance est rarement agréable. Je suis resté avec ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. Maintenant, vous décidez quel genre de relation, le cas échéant, vous voulez avoir avec votre famille. Vous fixez des limites, vous les faites respecter et vous arrêtez de laisser la culpabilité dicter vos décisions. Et s'ils ne changent jamais? Alors vous l'acceptez. Et vous construisez une vie sans eux. Ça semble solitaire. Ça semble paisible, a-t-elle corrigé doucement. Il y a une différence. Je suis sorti de son bureau, me sentant non pas mieux, mais plus clair, comme si j'avais erré dans le brouillard et que quelqu'un avait allumé une lampe de poche. Au cours de la semaine suivante, j'ai appris ce qui était arrivé à Cody, non pas par ma famille, mais par une recherche dans les archives publiques. Il a été accusé d'avoir déposé un faux rapport de police. Délit. Il a plaidé coupable dans le cadre d'un accord. Peine, 6 mois de probation, 100 heures de travaux communautaires, 1 500 $ d'amende et un conseil obligatoire pour la dépendance au jeu. Mes parents n'ont pas été inculpés. Le procureur a décidé qu'ils étaient mal avisés, mais pas criminels. Je l'ai découvert grâce à un email transféré de tante Linda. Objet, mise à jour familiale. Chère famille, comme beaucoup d'entre vous le savent, Cody a eu des problèmes juridiques la semaine dernière. Il a accepté la responsabilité et travaille à obtenir de l'aide pour son problème de jeu. Nous le soutenons tous pendant cette période difficile. Veuillez le garder dans vos prières. Linda. J'ai supprimé l'email. Mais j'ai ressenti quelque chose. Pas tout à fait de la satisfaction, pas tout à fait de la sympathie, juste la reconnaissance que les actions ont des conséquences, même pour le bébé de la famille. 2 semaines après l'incident, j'ai reçu une lettre par la poste. Une lettre physique, une adresse manuscrite de Cody. Je l'ai fixée pendant 1 minute entière avant de l'ouvrir. Owen, je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne t'en voudrais pas si tu la jetais. Mais je dois dire ceci, même si tu ne réponds jamais. Je suis désolé. Pas le faux désolé que j'ai dit toute ma vie quand maman me forçait à m'excuser pour des choses. Un vrai désolé. J'ai fait une grosse erreur. J'ai fait des erreurs pendant des années et tout le monde continuait à me tirer d'affaire, alors je n'ai jamais eu à y faire face. Le truc du jeu a commencé petit, juste pour le plaisir. Puis ce n'était plus amusant, mais je continuais quand même. Et quand j'ai perdu cet argent au casino, j'ai paniqué. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Le rapport de police, le faux enlèvement, tout ça. J'étais effrayé et stupide, et je t'ai entraîné dans mon bazar. Tu ne méritais pas ça. Tu n'as jamais mérité la façon dont nous t'avons traité. Je suis en thérapie maintenant. Ordonné par le tribunal, mais j'y vais réellement, je parle réellement. Et ma thérapeute m'a demandé d'écrire des lettres aux personnes que j'ai blessées. Tu es en tête de liste. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends même pas à ce que tu me parles, mais je voulais que tu saches que je le vois maintenant. À quel point tout était foiré. Comment nous t'avons utilisé. Et je suis désolé. Cody. Je l'ai lu 3 fois, je l'ai posé, je l'ai ramassé, je l'ai relu. Cela semblait réel. Pas la non-excuse manipulatrice du « je suis désolé que tu sois contrarié » à laquelle j'étais habitué. Une véritable prise de responsabilité. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas jeté non plus. Je l'ai mise dans un tiroir et j'y ai pensé plus que je ne voulais l'admettre. 1 mois après que tout ait explosé, j'ai eu un rendez-vous galant. Elle s'appelait Rachel, ingénieure en logiciel dans une autre entreprise. Nous avions matché sur une application 3 semaines auparavant, mais n'arrêtions pas de reporter à cause du chaos familial. Finalement, nous nous sommes rencontrés pour un café. Elle était drôle, intelligente, avait un humour sec qui m'a fait rire vraiment, au lieu d'un petit rire poli. À mi-chemin, elle a dit « D'accord,
je dois demander. Tu as été distrait tout l'après-midi. Tu vas bien? Désolé. Oui, juste des trucs de famille. Tu veux en parler? J'ai hésité. Premier rendez-vous. Je ne devrais probablement pas déballer un trauma familial, mais elle me regardait avec un intérêt sincère. Pas de la pitié, juste de la curiosité. Alors, je lui ai raconté, la version abrégée. L'appel de 2 heures du matin, le poste de police, le faux rapport. Elle a écouté. Quand j'ai fini, elle a dit, ta famille a l'air épuisante. J'ai ri. C'est un mot pour le dire. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu sais, tout le monde n'arrête pas de dire ça. Parce que c'est vrai. Ils ont commis des crimes pour te culpabiliser afin que tu leur donnes de l'argent. Ce n'est pas de la famille. C'est de l'extorsion avec un lien de sang. J'ai cligné des yeux. C'est la description la plus précise que j'ai entendue. Elle a haussé les épaules. Je suis doué avec les mots. Clairement. Nous avons parlé pendant 3 heures de plus, fermé le café, marché autour du pâté de maison 2 fois parce qu'aucun de nous ne voulait que le rendez-vous se termine. Quand nous nous sommes finalement dit au revoir, elle a dit, j'aimerais refaire ça si tu es intéressé. Très intéressé. Bien. Mais la prochaine fois, éteins ton téléphone. Les limites, tu te souviens? J'ai souri. Marché conclu. Je suis rentré chez moi, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. Comme si, peut-être, juste peut-être, j'étais en train de construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'impliquait pas d'appel d'urgence et de fausses crises. Quelque chose de réel. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Officier Martinez. J'ai répondu. Allô, monsieur Morrison. Je voulais juste vous donner une mise à jour. D'accord. Le dossier de votre frère est clos. Il est en probation, se conformant à toutes les conditions jusqu'à présent. C'est bien. Et nous avons décidé de ne pas engager de poursuite contre vos parents. Manque de preuves d'intention de frauder les services d'urgence. Cela a du sens. Mais Owen, officieusement, oui. Vous avez fait ce qu'il fallait. Ne pas envoyer cet argent. Les gens comme votre frère ne changent que lorsqu'ils touchent le fond. Vous lui avez donné cette chance. Je ne l'ai pas fait pour lui. Je sais, mais ça a aidé quand même. Nous avons raccroché. Je suis resté assis, café à la main, regardant par ma fenêtre, pensant à la lettre de Cody, à Rachel, à la vie que je construisais sans le chaos de ma famille. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose proche de la paix. Pas le pardon, pas la réconciliation. Juste la paix. 3 mois se sont écoulés. Pas dans le flou, pas au ralenti, juste normalement. Je suis allé au travail, j'ai commencé à sortir avec Rachel, une ingénieure en logiciel que j'avais rencontrée sur une application. 2 fois par semaine, le café s'est transformé en dîner régulier, puis en quelque chose qui semblait réel. J'ai gardé mon téléphone allumé, mais j'avais modifié mes paramètres pour que les appels de ma famille aillent directement au mode silencieux, afin que je sache qu'ils avaient appelé, mais que je ne sois plus réveillé en sursaut à 2 heures du matin. Ils appelaient moins fréquemment maintenant. 1 fois par semaine de maman, toujours des messages vocaux. Toujours une variation de « tu nous manques » mélangée à « tu es déraisonnable ». Becca a cessé d'appeler complètement après la 2e semaine. Papa a envoyé un email. Objet, déçu. Je l'ai supprimé sans le lire. Et Cody, rien. Juste cette seule lettre dans mon tiroir. Ma thérapeute a dit que j'étais en deuil. Ils ne sont pas morts. Non, mais la relation que vous souhaitiez avec eux l'est. Cela vaut la peine d'être pleuré. Alors, je l'ai fait. Et lentement, j'ai commencé à me sentir plus léger. Puis, un mardi aléatoire de novembre, tout a de nouveau changé. Rachel m'a envoyé un SMS, des plans pour Thanksgiving. J'ai fixé le message. Je n'y avais même pas pensé. Moi, littéralement rien. Pourquoi? Rachel, tu veux venir à l'événement de ma famille? Juste avertissement. Ma mère posera des questions invasives. Moi, ça a l'air incroyable, en fait. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de tante Linda. Owen, chérie, ta mère m'a demandé de te contacter pour Thanksgiving. Je ne viendrai pas, elle a soupiré.
Je sais que les choses ont été difficiles, mais ce sont les faits. Tante Linda, ils ont menti à la police pour m'extorquer de l'argent. Ce n'est pas de la famille. C'est de la fraude. Je sais. J'ai dit à ta mère qu'elle avait dépassé les bornes, mais elle essaie, chérie. Est-ce le cas? Ou est-elle juste gênée que je ne joue plus le jeu? Peut-être les deux. J'ai apprécié l'honnêteté. J'ai d'autres projets, ai-je dit. Je vais au Thanksgiving de la famille de ma petite amie. Tu as une petite amie? Owen, c'est merveilleux. Elle s'appelle Rachel. Nous nous voyons depuis quelques mois. Et tu n'as dit à personne? À qui aurais-je dû le dire? Aux gens qui n'appellent que lorsqu'ils ont besoin d'argent? Ça a fait mouche. Je l'ai entendu inspirer. C'est juste, a-t-elle dit doucement. Voudras-tu au moins envisager de reprendre contact un jour? Peut-être, mais pas maintenant. D'accord. Et Owen, je suis fier de toi d'avoir posé des limites. Il faut du cran pour ça. Ma gorge s'est serrée. Merci, tante Linda. Le repas de Thanksgiving avec la famille de Rachel était chaleureux. Normal. Ses parents m'ont accueilli sans arrière-pensée. Personne n'a demandé d'argent. Personne ne m'a comparé à qui que ce soit. Pendant le dîner, sa mère a demandé « Es-tu proche de ta famille ?» Rachel lui a lancé un regard. « Maman, ça va. » J'ai dit « Pas vraiment. Nous sommes un peu distants en ce moment. » Son père a sauté sur l'occasion. « Eh bien, tu es le bienvenu ici à tout moment. Quiconque fait sourire notre fille comme ça est bienvenu dans notre livre. » J'ai senti quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine. Acceptation. Non subordonnée à ce que je pouvais fournir. Juste acceptation. Après le dîner, Rachel et moi nous sommes assis sur la véranda arrière. Ta famille est géniale, ai-je dit. Ils sont embarrassants. Ils sont accueillants. C'est différent. Puis mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Inconnu, Owen, c'est Cody. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais j'en suis à 90 jours sans jouer. Je voulais juste que tu le saches. Pas de pression pour répondre. J'ai fixé le message. Rachel a remarqué. Tout va bien? Mon frère dit qu'il est sobre du jeu depuis 90 jours. C'est bien, non? Je suppose. J'ai tapé. C'est bien. Continue comme ça. Court, pas chaleureux, mais honnête. Il a répondu « Merci ». Ça signifie beaucoup. Tu n'avais pas à répondre. Rachel a dit « Je sais, mais peut-être qu'il essaie vraiment. » Et s'il essaie, alors peut-être qu'un jour nous pourrons parler. Mais pas maintenant. Le lundi après Thanksgiving, j'ai reçu un email de maman. Objet, nous devons parler, Owen. Je suis blessé que tu aies passé Thanksgiving ailleurs et que tu ne nous aies pas dit que tu voyais quelqu'un. Je sais que nous avons fait des erreurs avec Cody, mais nous sommes ta famille. Tu ne peux pas juste nous abandonner. Ton père et moi voulons rencontrer Rachel. Nous voulons faire partie de ta vie. S'il te plaît, appelle-moi. Maman. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai tapé une réponse. Maman, je ne t'ai pas parlé de Rachel parce que nous n'avons plus ce genre de relation. Tu dis que vous avez fait des erreurs, mais vous ne vous êtes pas excusé. Pas vraiment. Vous voulez juste que je passe à autre chose. Si vous voulez faire partie de ma vie, voici ce qui doit se passer. 1. Des excuses réelles. Reconnaissez ce que vous avez mal fait. 2. Respectez mes limites. Plus d'appels d'urgence à moins qu'ils ne soient vérifiés. 3. Traitement égal. Ne me demandez pas d'argent tout en donnant aux autres. 4. Plus de culpabilisation sur le thème mais nous sommes la famille. Si vous pouvez faire ces choses, nous pourrons parler de reconstruction. Si vous ne pouvez pas, alors c'est terminé. Owen. J'ai appuyé sur envoyer, je l'ai transféré à ma thérapeute. Trop dur, a-t-elle répondu. Non, c'est clair et juste. Bon travail. Les retombées sont arrivées rapidement. Message vocal de papa, je n'apprécie pas l'ultimatum. Nous sommes tes parents. Nous méritons le respect. Tu n'as pas à nous dicter des conditions. Je l'ai supprimé. SMS de Becca, ton email était cruel. Maman pleure depuis 2 jours. Est-ce vraiment ce que tu veux?
Je n'ai pas répondu. Message de Cody, j'ai lu l'email que maman a transféré. Je pense que tu as raison. Pour ce que ça vaut. Celui-là, j'y ai répondu. Merci. Une semaine s'est écoulée. Aucune réponse de mes parents. Puis finalement, un email de maman. Objet, d'accord, Owen. Ton père et moi avons parlé. Nous ne sommes pas d'accord avec tout ce que tu as dit, mais nous comprenons que tu souffres. Nous sommes prêts à essayer de faire mieux. Nous aimerions rencontrer Rachel selon tes conditions. Quand tu seras prêt. Nous t'aimons, maman. Je l'ai lu plusieurs fois. Ce n'était pas tout ce que je voulais, mais c'était quelque chose. Un début, peut-être. J'ai montré à Rachel ce soir-là. Qu'en penses-tu, ai-je demandé. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Une partie de moi veut leur donner une chance. Une partie de moi veut rester loin. Les deux peuvent être vrais. Que ferais-tu? Je leur donnerais probablement une chance, mais je serais prêt à partir s'ils la gâchaient. J'ai hoché la tête. Oui, ça semble juste. Quand? Pas bientôt. Peut-être après les fêtes. Laissons les choses se calmer. Je serai là, a-t-elle dit. J'ai pris sa main. Merci de ne pas t'être enfui quand je t'ai déballé tout ça. Elle a souri. S'il te plaît. Ma famille a aussi son lot de drames. Mon oncle collectionne des écureuils empaillés. J'ai cligné des yeux. Quoi? Habillés de petits vêtements, genre 40 d'entre eux. C'est horrible. Je sais. Alors, ta famille qui dépose de faux rapports de police. C'est 6 sur 10 sur l'échelle du dysfonctionnement. J'ai ri. J'ai vraiment ri et j'ai réalisé quelque chose. J'étais heureux. Pas parfaitement heureux, pas, tout est réparé, heureux. Juste satisfait de ma vie, de mes limites, de mes choix. Et c'était plus que ce que j'avais jamais eu auparavant. 6 mois après l'incident du poste de police, j'ai rencontré mes parents pour un café, pas chez eux. Terrain neutre. Un Starbucks à mi-chemin entre mon appartement et le leur. Rachel a proposé de venir. Je lui ai dit que je devais le faire seul. Appelle-moi si tu as besoin d'une issue de secours, a-t-elle dit, embrassant ma joue. Je le ferai. Je suis arrivé le premier, j'ai commandé un café noir, je me suis assis à une table dans le coin où je pouvais voir la porte. Mes mains tremblaient légèrement. Je détestais qu'ils aient toujours cet effet sur moi. Ils sont entrés ensemble. Maman m'a vu la première. Son visage s'est illuminé. Soulagement mélangé à de la nervosité. Papa a hoché la tête. Sa version d'un salut. Ils ont commandé, se sont assis en face de moi. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis maman a dit, tu as l'air en forme. Merci. Comment va le travail? Bien. Un autre silence. Papa s'est éclairci la gorge. Ta mère et moi, nous avons beaucoup réfléchi à ce que tu as dit dans ton email. D'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec tout, a-t-il continué. Mais nous comprenons que nous t'avons blessé et nous sommes désolés. J'ai attendu. Nous sommes désolés, a fait écho maman. D'avoir menti sur l'urgence de Cody, de t'avoir mis dans cette position, sa voix s'est brisée, de t'avoir pris pour acquis. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle avait vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vue. Plus de gris dans ses cheveux, des lignes autour de ses yeux. Et le schéma, ai-je demandé. Pas seulement cette nuit-là. Les années à me traiter comme l'option de secours. Papa s'est agité inconfortablement. Nous ne le voyons pas de cette façon. Mais c'est ainsi que ça s'est passé. Il a hoché la tête lentement. Tu as raison. Nous t'avons mis de côté. Prioriser Becca parce qu'elle était plus facile d'être fière. Prioriser Cody parce qu'il avait besoin de plus d'aide, et je me suis perdu au milieu. Oui, a dit maman doucement. Et nous sommes désolés. J'ai pris une gorgée de café. J'ai laissé cela s'installer. Et Cody, ai-je demandé. Il va mieux, a dit maman. Toujours en thérapie, toujours aux réunions des GA. Il travaille dans un entrepôt. Rien de glamour, mais c'est stable. Et le jeu? Pour autant que nous sachions, il est sobre. 6 mois maintenant. J'ai hoché la tête. C'est bien. Il demande de tes nouvelles, a-t-elle ajouté.
Il veut te parler, mais il comprend si tu n'es pas prêt. Je ne le suis pas, c'est juste. Plus de silence. Puis papa a dit, nous aimerions rencontrer Rachel, si tu es d'accord. J'y ai réfléchi, à l'idée d'amener Rachel dans ce désordre. À savoir s'il l'avait mérité. Peut-être, ai-je dit, mais pas encore. Vous devez prouver que vous pouvez respecter mes limites d'abord. Comment faisons-nous ça? Arrêtez de m'appeler pour de l'argent. Arrêtez de me culpabiliser. Soyez présent pour moi de la même manière que vous l'avez été pour Becca et Cody. Maman a semblé confuse. Présent comment? Appelez-moi juste pour parler, pas parce que vous avez besoin de quelque chose. Souvenez-vous de mon anniversaire sans que Facebook vous le rappelle. Demandez des nouvelles de ma vie parce que ça vous intéresse, pas parce que vous faites la conversation. Elle a semblé affligée. Nous nous soucions de toi. Alors montrez-le. Ils ont tous les deux hoché la tête. Nous pouvons faire ça, a dit papa. D'accord, alors nous verrons. Je me suis levé. Le café était à peine touché, mais j'avais fini. Owen, attends, a dit maman. On te verra à Noël? J'ai marqué une pause. Je ne sais pas. J'y penserai. D'accord, c'est juste. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture, je suis resté assis là pendant 1 minute, puis j'ai appelé Rachel. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. Mieux que prévu. Pire que ce que j'espérais. Tu veux venir? Oui, vraiment. 2 semaines plus tard, Cody a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Owen, salut. Je n'étais pas sûr que tu répondes. J'ai failli ne pas le faire. Il a ri nerveusement. Juste. Écoute, je sais que tu n'es pas prêt à parler, mais j'atteins 6 mois de sobriété la semaine prochaine, et mon parrain m'a dit que je devais te contacter, faire amende honorable, si tu le veux bien. J'ai reçu ta lettre. Je pensais chaque mot. Je sais. Silence. Je ne suis pas prêt à te pardonner, ai-je dit. Pas encore. Peut-être jamais. Je comprends, mais je suis content que tu reçoives de l'aide. Merci. Ça signifie plus que tu ne le sais. Continue d'aller aux réunions. Continue de travailler dessus. Je le ferai. Et Cody. Oui. Ne gâche pas ça, car je ne te sauverai plus. Je sais, et je ne te le demanderai pas. Nous avons raccroché et je me suis senti plus léger. Non pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que j'avais dit ce que j'avais besoin de dire. Noël est arrivé. Je ne suis pas allé chez mes parents. Rachel et moi l'avons passé chez ses parents, puis nous avons pris l'avion pour le Vermont pour un long week-end. Nous sommes restés dans une cabane. Pas de service cellulaire, juste nous, la neige et le silence. La veille du Nouvel An, elle a demandé, « Est-ce que tu le regrettes ?» De poser toutes ses limites. J'y ai réfléchi. Non, je regrette d'avoir dû le faire, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Penses-tu que tu seras à nouveau proche d'eux un jour? Je ne sais pas. Peut-être, mais ce ne sera pas la même chose. Et je suis d'accord avec ça. Elle m'a embrassé. Je suis fier de toi. Pourquoi? D'avoir choisi toi-même. C'est difficile. C'était nécessaire. Toujours difficile. Nous avons regardé les feux d'artifice depuis la fenêtre de notre cabane, nous nous sommes tenus l'un l'autre, avons fait des promesses pour la nouvelle année, et j'ai réalisé quelque chose. J'avais passé tellement de ma vie à attendre que ma famille me voie, me valorise, me choisisse. Mais j'avais finalement appris à me choisir moi-même, et c'était suffisant. En février, maman a commencé à appeler 1 fois par semaine, non pas pour demander quoi que ce soit, juste pour parler. Au début, c'était maladroit. Petite conversation forcée sur la météo et le travail, mais lentement, c'est devenu plus facile. Elle a posé des questions sur Rachel, a vraiment écouté quand j'en ai parlé. Elle s'est souvenue de mon anniversaire, a envoyé une carte, a appelé ce matin-là juste pour dire qu'elle m'aimait. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Papa a envoyé des emails occasionnels, des articles qu'il pensait que je trouverais intéressants. Pas de sermon, pas de culpabilisation, juste un lien. Becca a pris contact en mars. Je suis désolé, a-t-elle dit par SMS. Pour tout, pour avoir pris parti,
pour ne pas avoir vu comment il te traitait. Tu méritais mieux. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai pris quelques jours pour réfléchir, puis, merci. J'apprécie. Ce n'était pas du pardon, mais c'était de la reconnaissance. Et c'était quelque chose. En avril, Rachel et moi sommes devenus sérieux. Elle a rencontré mes parents. Café, pas dîner. 1 heure. Terrain neutre. Maman a pleuré. Papa était maladroit mais gentil. Ils ont interrogé Rachel sur son travail, sa famille. Ils n'ont pas demandé quand nous allions nous marier ou avoir des enfants. Petite victoire. Quand nous sommes partis, Rachel a dit, ce n'était pas aussi grave que ce que j'attendais. Ils essaient. Est-ce que ça te convient? Je suis d'accord avec le fait qu'ils essaient. Je ne suis pas d'accord pour faire comme si le passé n'était pas arrivé. C'est juste. Mais peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain. Je pense que c'est possible. 6 mois après notre première rencontre autour d'un café, mes parents nous ont invités, Rachel et moi, à dîner chez eux. J'ai hésité. Des souvenirs de cette table, de ces toasts, de ce sentiment d'être invisible. Mais Rachel m'a serré la main. Nous pouvons partir à tout moment. Tu as le contrôle. Alors, nous y sommes allés. Becca était là avec sa famille. Cody était là, sobre, l'air plus sain que je ne l'avais vu depuis des années. Nous nous sommes assis autour de la même table, mais c'était différent. Papa s'est levé, a levé son verre. Ça y est, ai-je pensé. Je veux porter un toast, a-t-il dit. Je me suis préparé. À Owen, a-t-il continué. Qui nous a appris que l'amour n'est pas une obligation, c'est un choix, et que le respect n'est pas donné, il se mérite. J'ai levé les yeux, surpris. Nous t'avons manqué pendant longtemps, a dit papa, sa voix tremblant légèrement. Nous t'avons pris pour acquis. Traité comme si tu serais toujours là, peu importe comment nous agissions. Et tu nous as prouvé le contraire. Maman pleurait. Tu as posé des limites, a-t-il poursuivi. Et nous avons détesté ça parce que ça nous a obligés à nous regarder, à regarder ce que nous étions devenus. Il a levé son verre plus haut. Alors, merci de ne plus nous laisser faire, d'exiger mieux et de nous donner une chance d'essayer. Tout le monde a levé son verre. À Owen, ont-ils dit. J'ai regardé autour de la table des visages que je connaissais depuis toujours, des visages qui semblaient différents maintenant, plus âgés, plus humbles, essayants. Aux secondes chances, ai-je dit, et aux limites. Nous avons bu. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti vu à cette table. Non pas comme le distributeur automatique, non pas comme l'enfant du milieu oublié, juste comme Owen. Et c'était suffisant. Après le dîner, Cody m'a pris à part. On peut parler juste 1 minute? D'accord. Nous sommes sortis sur la véranda. La même véranda où j'avais l'habitude de m'asseoir quand j'étais enfant, me sentant invisible. Je suis sobre depuis 9 mois, a-t-il dit. J'ai eu une promotion au travail. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un qui ne joue pas, c'est super, Cody. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que j'essaie. Vraiment. Je l'ai regardé. J'ai vu un effort sincère, un changement sincère. Je vois ça, ai-je dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je le vois. C'est tout ce que je peux te donner pour l'instant. Il a hoché la tête. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. Nous sommes restés là en silence. Puis il a dit, tu avais raison. Tu sais, cette nuit-là, quand tu as raccroché. À propos de quoi? À propos de tout ça. J'avais besoin de toucher le fond et tu m'as donné ça. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je sais, mais ça a aidé quand même. J'y ai réfléchi, à la façon dont ma limite, mon refus, avait involontairement forcé le changement. Continue d'aller aux réunions, ai-je dit. Je le ferai. Et Cody. Oui. Ne gâche pas ça parce que je ne te sauverai plus. Je sais, et je ne te le demanderai pas. Nous sommes rentrés. Rachel parlait à ma mère, parlait réellement, riait même. Papa montrait quelque chose sur son téléphone aux enfants de Becca. La scène avait l'air normale, fonctionnelle, presque saine. Ce n'était pas parfait. Probablement que ça ne le serait jamais, mais c'était mieux. Et parfois,
Mieux, c'est suffisant. Cette nuit-là, en rentrant en voiture, Rachel a demandé « Comment te sens-tu » ? Étrange. Bien. Étrange, mais bien. Penses-tu que tu continueras à aller à ces dîners ? Peut-être une fois par mois, avec des limites. Quel genre de limites ? Je pars si quelqu'un demande de l'argent. Je pars si quelqu'un me culpabilise. Je pars si ça cesse d'être sain. Et s'il respecte ça, alors peut-être que nous construirons quelque chose. Lentement. Elle a souri. Je pense que c'est sage. Nous avons roulé dans un silence confortable. Puis j'ai dit, merci. Pourquoi ? D'être là. De ne pas t'être enfui quand ma famille était un désastre. De me soutenir à travers tout ça. Owen, tu as posé des limites à des gens que tu aimes. C'est l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse faire. Je suis honoré d'en être témoin. J'ai tendu la main, j'ai pris la sienne. Je t'aime, ai-je dit. Première fois que je le disais. Elle m'a serré la main. Je t'aime aussi. Nous sommes rentrés chez nous, vers notre vie, notre avenir. Construit sur des choix, pas des obligations, sur le respect, pas la culpabilité. Sur l'amour qui était mérité, non présumé. Et c'était enfin, magnifiquement, suffisant.